que l'on peut faire, et moi c'est ça qui m'a intéressé aussi, c'est d'observer l'expérience des 30 ans qui ont précédé ces génocides en Europe ou au Rwanda. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'analogies. D'abord, l'irruption d'un dictateur dont le premier discours politique public est de dire qu'il y a des gens qui sont de trop dans la société. Hitler arrive au pouvoir, il dit les Juifs sont de trop. Et Habyarimana arrive au pouvoir, il dit les Tutsis sont de trop. Et puis, à partir de là, il y a un crescendo dans le discours. Mais pas seulement dans le discours politique, c'est aussi un discours qui prend forme de blagues, de pièces de théâtre, de sketchs radio, de plaisanteries de bistrot, etc. Et donc, ça devient de plus en plus commun, au point qu'il y a même un humour qui se crée et qui fait même rire parfois les Tutsis, d'une certaine façon, parce qu'on dit de toute façon, un jour on va vous liquider, etc. Personne ne le prend, mais c'est quand même quelque chose de récurrent. Et puis, parallèlement à ça, il y a un crescendo dans la violence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, les tueries n'ont pas commencé réellement en 1994, elles ont commencé en 1959. Les premiers pogroms sont en 59, 60, et puis 68, et puis 73, selon les régions d'ailleurs. Mais par exemple, dans la région de Yamata, il y a eu des tueries. Et au fur et à mesure qu'augmente cette violence, c'est exactement pareil en Allemagne. On casse les vitrines, on parque, on exproprie, on exclut de l'université, on met des étoiles jaunes, etc. Donc il y a un crescendo toujours dans le marquage, dans la désignation du mal, dans le discours qui la désigne et dans la violence à l'encontre de cette communauté qu'on veut supprimer. Et puis, il y a l'impunité. L'impunité qui est de plus en plus flagrante, c'est-à-dire qu'au début, par exemple en 90, quand même on dit, dans les années 80, on dit à quelqu'un qui a tué 10 Tutsis, c'est pas bien ce que tu as fait, à la fin on lui dit même plus ça. Donc ça. Et puis il y a l'état de guerre, c'est-à-dire 40, la guerre est déclarée en Pologne, et puis 7 ans en France, et au Rwanda, 92, la guerre. Et c'est dans cet état de guerre, parce que la guerre crée la peur, la guerre crée la psychose, et surtout la guerre fait exploser tous les appareils politiques, les appareils judiciaires, les appareils universitaires, tous ces appareils volent en éclats. Même la religion a volé en éclats, puisque le clergé s'est divisé entre Tutsis et Hutus, entre tueurs et rescapés. Donc même les appareils spirituels volent en éclats. Donc comme tous ces appareils qui finalement fondent la société volent en éclats, il est beaucoup plus facile de passer à l'acte. Ce qui m'a beaucoup marqué quand j'ai parlé avec ces tueurs, c'est cette phrase, par exemple, d'un jeune, il n'est pas si jeune, Alphonse, un cultivateur, qui disait on se sentait moins gêné au début des tueries, donc il commence à tuer tous les jours à la machette. On se sentait moins gêné à manier la machette qu'à affronter les gronderies et les railleries des camarades. Les gronderies, les railleries des camarades, c'est du venin pour l'existence. Et donc, c'était cette idée que c'est moins difficile d'aller tuer. Et d'ailleurs, il terminait en disant « Dans le brouhaha des tueries, c'était risquant de se retrouver seul, c'est-à-dire d'être isolé, de se démarquer de ce qui était en train de se faire, était risquant, était dangereux. » Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, 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 très profond et émouvant, de savoir que c'est quand même plus facile dans cette activité-là, dans cet élan populaire de tuerie de son voisin Tutsi, c'est plus facile d'aller tuer ou de suivre ceux qui tuent, parce que beaucoup de gens ne le tuaient pas, ils suivaient et puis ils faisaient semblant, que d'affronter les railleries le soir et les gronderies. Il y a quand même un truc comme ça sur le conformisme social qui est assez spectaculaire et qui est vraiment d'une très grande dangerosité dans certaines situations. Le propre de l'homme, c'est de s'adapter. Ça veut dire sans doute de causer de la souffrance à l'autre s'il pense que c'est nécessaire. Moi, je pense que les vrais psychopathes qui jouissent de la souffrance existent, mais sont extrêmement peu nombreux. Et encore une fois, n'arriveraient pas à leur fin s'ils n'étaient pas aidés par des gens plus faibles qu'eux. C'est le phénomène de meute. C'est à l'école le gars qui va préférer se mettre dans l'ombre de celui qui tape sur les autres plutôt que de se faire taper. Et c'est comme ça que la propension à la logique de groupe arrive à dominer quelque chose. À partir du moment où on estime que la souffrance de l'autre, l'existence de l'autre, la vie de l'autre
compte moins que une affirmation d'identité, compte moins que l'affirmation d'une volonté de puissance, même au sens nietzschéen, là, je crois qu'on a quelque chose qui peut être appelé de manière moderne un mal radical. Qu'il s'agisse à petit niveau de psychopathes qui prennent des gens, d'autres êtres humains, non comme des fins, mais comme des moyens pour assouvir leurs pulsions ou leurs envies, mais également dans un processus génocidaire, vous avez l'idée que la vie de l'autre compte moins qu'un objectif final. Et donc là, il y a quelques personnes qui, je pense, sont extrêmement peu nombreuses, qui se sentent inspirés, portés parfois religieusement aussi, mais aussi parfois par une idéologie, et qui estiment qu'ils ont un rôle à jouer dans l'histoire. Généralement, de toute façon, lorsque le mal devient un projet politique, il ne se présente jamais comme tel, hein. Il se présente toujours sous la figure du bien. Donc les crimes ne se réclament jamais du mal comme tel, hein. Il y a toujours un projet qui se réclame du bien. Que ce soit la purification de la race, que ce soit toutes sortes de justifications idéologiques, mais les justifications idéologiques présentent toujours une fin qui est la fin du bien, ce que Grossman appelle le au nom du bien. Donc au nom du bien, on peut évidemment commettre les pires crimes. Malheureusement, tous nos comportements sont toujours le résultat d'un conditionnement, d'apprentissage de notre histoire. Hein. Donc en cela, nous ne sommes pas indépendants intellectuellement. Nous sommes toujours le reflet de notre histoire à un moment donné et surtout le reflet du système d'interprétation et de traitement qu'est notre cerveau à un moment donné. Donc, il y a un fonctionnement critique. Il peut y avoir une approche qui est très rationnelle chez le criminel. Hein, ça peut être un choix extrêmement construit, méticuleux. Hein. Regardez la solution finale, c'est quelque chose de très bien élaboré dans son horreur. Donc, il y a une dimension critique. Mais il n'y a pas évidemment la dimension critique telle que nous la définissons. Mais quelque part, considérer que l'individu est automatiquement, dans une logique sociale, la victime d'un système, hein, c'est un petit peu aussi ce qu'ont dit les bourreaux d'Hitler à Nuremberg, c'est qu'ils n'étaient finalement pas responsables, c'était le système qui. Mais il y a quand même toujours derrière le système qui, un individu qui pose un choix d'adhérer ou de ne pas adhérer, même s'il y a toute une série de processus sociaux qui pèsent sur cette réflexion, mais il y a quand même toujours, à un moment donné, un choix individuel de passer à l'acte ou pas. Et c'est là qu'interviennent les mécanismes de désengagement moraux, puisqu'on observe notamment chez ces bourreaux leur capacité à neutraliser le statut de la victime pour la banaliser, la diminuer, de façon à ce que la portée personnel de l'acte soit acceptable par rapport à leur propre conscience, ce qui implique forcément alors une espèce de dialectique entre leur conscience et leurs actes.